Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le montage d'un serveur de stockage. Et oui, encore un. Mais cette fois-ci, ça ne va pas être un serveur sous OpenMediaVault, ça va être un serveur à base de Windows 10, puisque Windows 10 est également capable d'être utilisé en mode serveur de stockage. Et donc, vous pouvez le faire avec n'importe quelle version de Windows 10. Pas besoin d'acheter une licence Windows Server 2019 ou Windows Server 2016, qui sont des équivalents version serveur de Windows 10, mais de le faire avec un simple Windows 10. Alors, avec un simple Windows 10, c'est pas tout à fait vrai. Il faut utiliser essentiellement Windows 10 Pro. Et puis bien sûr, les versions 64 bits sont beaucoup mieux appropriées que les versions 32 bits. Donc si vous avez un ordinateur Windows 10 Pro 64 bits, et ben vous pouvez vous en faire un serveur de stockage à la maison. Donc en gros, un NAS. Et il n'y a aucun souci pour ça. Alors vous pouvez aussi le faire avec un Windows 10 64 bits normal, mais il y a une petite particularité que je vous expliquerai dans cette vidéo. C'est pour ça qu'il vaut mieux, cette particularité vous amènera plus, je vous conseillerais plus d'utiliser un Windows 10 Pro. Alors si vous n'avez pas, vous pouvez quand même le faire avec un Windows 10 normal et je vous expliquerai pourquoi. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Vous pouvez le constater, c'est un bel ordinateur. C'est tout simplement un Dell Precision T1700 que j'ai acheté d'occasion, 120 € sur le Bon Coin, et qui est très complet, qui est super bien. Et j'ai beaucoup hésité à en faire mon ordinateur principal pour faire du montage vidéo, du traitement photo, etc. Mais finalement, ma fainéantise m'a poussé à garder mon Intel Core i7 avec 16 Go de RAM et de le laisser, même s'il est assez vieux et qu'il est plus vieux que cet ordinateur-là, de le garder pour faire tout ça, parce qu'il fallait transférer toutes les applications, etc. Bon, du coup, j'ai décidé de garder ce Dell Precision T1700 pour en faire un serveur de stockage. Donc ce Dell Precision T1700 est assez récent, il date de 2013-2014. Et c'est un ordinateur de la gamme professionnelle. Donc la gamme Precision, c'est la gamme professionnelle chez Dell. C'est l'équivalent tout simplement de la série Z chez HP. Donc les Z400, Z200, etc., Z600, Z800. Donc les Precision, c'est pareil. Donc là, ce Dell Precision, 120 €, il était doté de la configuration suivante. D'un Intel Xeon qui fonctionne à 3,5 GHz, doté de 4 cœurs physiques et de 8 threads et de 8 mégas de mémoire cache. Donc c'est l'équivalent d'un Intel Core i7 de l'époque. Voilà, il était doté de toute une configuration que je vais vous montrer. Et je vais aussi vous montrer comment je vais le configurer pour en faire un serveur de stockage aussi bien au niveau matériel qu'au niveau logiciel. Voilà, donc là, je le couche pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je le rapproche ici, voilà. Donc ça s'ouvre très simplement. Moi j'adore les ordinateurs professionnels, les HP série Z, les Dell Precision, parce que au niveau de la maintenance, au niveau des configurations, c'est toujours tout simple. Et rien que d'ouvrir le capot, il suffit de prendre ces petites poignées et de tirer, ça s'ouvre très facilement. Pas besoin d'avoir 50 vis, c'est génial. Donc ce Dell Precision est déjà un petit peu configuré, pardon, j'ai un peu shooté dans la caméra, désolé, est déjà un petit peu configuré. J'ai déjà commencé la configuration pour en faire mon serveur de stockage. À la base, donc on voit le Intel Xeon ici. Bien entendu, il est doté de mémoire RAM ECC. Il était doté de 8 Go de RAM ECC à 1333 MHz. Et c'était ces barrettes-là, je les ai gardées, depuis je les ai changées. Je vous montre, hop, si j'arrive à sortir de la petite boîte où je les ai mises. Voilà, c'était ces RAM-là. Donc il y avait tout simplement, là en plus on a le reflet de la caméra, il y avait tout simplement 4 fois 2 Go de RAM ECC à 1333 MHz. Donc je les ai gardés, je les ai rangés dans une boîte. Donc au total, il y avait un total de 8 Go de RAM ECC. Donc Intel Core Xeon, 8 Go de RAM ECC. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait une carte graphique
la carte graphique, c'était la suivante. C'était celle-ci. Une Nvidia Quadro K2200. Donc une carte graphique qui est toujours d'actualité puisque les drivers sur le site de Nvidia sont toujours, elle est toujours maintenue. Donc les derniers drivers Quadro sont compatibles avec cette excellente Quadro K2200 qui est dotée de 4 Go de VRAM, donc de mémoire vidéo, et dotée de 2 DisplayPort ici et d'un DVI ici. Donc une très bonne carte graphique. Je l'ai utilisée d'ailleurs sur mon ordinateur principal pour faire du montage. Depuis, je l'ai remplacée et elle fait super bien le job. Était doté également d'un disque dur SSHD de 1 Tera, qui était un seul disque dur, qui était donc du coup le disque système et aussi le disque de données. Et donc ce disque dur, ce SSHD, mixe l'avantage des HDD, donc grosse capacité, et des SSD avec la vélocité. Donc c'est un disque dur hybride, donc doté essentiellement d'une partie mécanique et de 8 Go à peu près de SSD. Donc ça permet d'améliorer, de faire une super grosse mémoire cache et donc d'avoir un HDD qui soit très très véloce. Depuis, je l'ai retiré. Enfin, pas tout à fait, je vais vous expliquer pour vous dire un peu ce que j'ai fait tout ça. Donc voilà la configuration de base. Bien sûr, lecteur de DVD, CD, port USB 3, 2 à l'arrière et 2 sur le devant, des ports USB 2 également à l'arrière, devant, etc. Je vous montre un petit peu la configuration. Voilà, alors regardez pas ça, mais voilà ce qu'il y avait à l'arrière. Ok. Et à l'avant, je vous montrerai tout à l'heure, mais en gros, devant, il y a 4 ports USB, donc 2 USB 3, 2 USB 2, et casque et micro, tout simplement. Et puis, bien sûr, l'accès au lecteur DVD. Donc voilà, rien de plus classique. Pour 120 €, j'ai acheté ça sur le Bon Coin, avec une alimentation Dell 80 plus bronze, donc une alimentation certifiée bronze, donc une très bonne alimentation, qui fournit, je crois, 290 watts en sortie, donc une petite alimentation, mais en même temps, c'est une petite tour, hein, c'est pas une grosse tour, d'accord? Donc si on peut voir aussi la configuration, je vous la rapproche ici, vous pouvez voir ici qu'il y a les disques, on peut mettre les disques ici, que ici ce sont tout ce qui est lecteur optique, extension 5 pouces 1 quart. Ici on peut mettre aussi du 3 pouces et demi. Là il y a le CPU, la RAM ici, et puis ça les extensions PCI qui sont là. Et puis ventilo, ici ventirad sur le CPU, etc. Quelque chose de très classique, on retrouve beaucoup sur Dell avec les mêmes caddies typiques qu'on retrouve sur tous les ordinateurs Dell ici. Donc c'est vraiment du grand classique chez Dell, aucun souci. Alors j'ai déjà configuré au niveau matériel pour en faire un serveur de stockage, un NAS perso. Pourquoi j'ai choisi cet ordinateur? Tout simplement c'est un ordinateur professionnel, donc doté d'un processeur Intel Xeon, mais aussi doté de la mémoire ECC. Alors pour la mémoire ECC, ça a l'avantage, la mémoire ECC par rapport à la RAM classique qu'on retrouve sur des PC de gamers, grand public, etc. Et j'en ai déjà un peu parlé, c'est que la RAM ECC, c'est de la RAM à correction d'erreurs. C'est-à-dire que ça va checker les bits d'erreur et ça va les corriger. Donc ça va améliorer la stabilité de la machine et ça va éviter aussi des erreurs de calcul, des erreurs de données au moment où ça transfère du CPU à la RAM, etc. D'accord? Donc la RAM ECC est utilisée sur les ordinateurs professionnels, les stations de travail professionnelles et surtout sur les serveurs dans les data centers et autres. C'est de la RAM ECC obligatoirement pour éviter toute corruption de données. Donc l'avantage c'est que là j'ai la RAM ECC, donc c'est très bien. Alors on n'est pas obligé, comme vous avez pu voir sur la vidéo précédente, d'utiliser de la RAM ECC. Vous prenez un ordinateur classique, ça le fait très bien avec la RAM classique. Mais comme j'en avais un sous la main, à 120 €, je n'allais pas me priver. Et du coup, je l'ai choisi pour en faire mon serveur de stockage. Et j'ai remplacé les 4 barrettes de 2 Go de RAM ECC à 1333 MHz par 4 barrettes de 8 Go chacune à 1600 MHz, puisque cette machine supporte de la RAM 1333, mais également 1600 MHz maximum. Donc j'en ai trouvé sur le Bon Coin, pareil,
des barrettes donc de 8 Go chacune à 1600 MHz de RAM ECC. Et donc au total, j'ai 32 Go. Alors je vais être franc, c'est très overkill. C'est complètement overkill d'avoir 32 Go de RAM sur un petit serveur de stockage maison, même avec du Windows 10 Pro, qui consomme beaucoup plus de ressources qu'un OpenMediaVolt, par exemple, largement plus. C'est complètement overkill, mais à la base, j'avais acheté ces 32 Go sur le bon coin, des barrettes neuves que le vendeur vous laisse débarrasser, en fait, il n'en avait pas besoin, parce que j'avais l'intention d'en faire ma machine personnelle et ma machine de montage vidéo principale. Et puis j'ai un peu changé d'avis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc du coup, je les ai laissés. J'aurais pu remettre les 8 Go de RAM ECC à 1333 MHz, mais je les avais mises assez rapidement, donc je les laisse. Donc en RAM, on a 32 Go de RAM ECC. Alors la RAM, c'est quoi? Vous allez un petit peu rigoler pour ceux qui connaissent, c'est de la RAM Synology. J'ai acheté sur le bon coin un gars 4 barrettes de RAM Synology, donc DDR3 1600 MHz ECC. Donc voilà, vous pouvez retrouver ici la petite étiquette. ECC RAM module, des kits de 16 Go, donc 2 x 8, DDR3 1600, 8 Go de RAM. Donc 2 x 8. Et regardez, là j'ai les 2 boîtes en fait. Voilà. Et donc je me suis servi des boîtes pour mettre à l'intérieur les anciennes barrettes. Les 4 x 2. Voilà. Donc là, la RAM est configurée. Autre chose, j'ai remplacé le disque système par un SSD. Et si vous pouvez le voir ici, là il y a un SSD qui est pas vissé, qui n'est pas fixé, mais qui est déjà connecté, qui est un Crucial BX500 de 240 Go. Donc j'aurais même pu prendre un 120 Go, ça aurait forcément fait l'affaire, parce que comme ça va me servir juste de serveur de stockage, je ne vais mettre aucune application dessus, aucun jeu, aucun logiciel de montage, rien du tout. Ça va être c'est un Windows 10 Pro, on va dire, qui va être nu, bien sûr configuré, installé, etc. D'ailleurs, je l'ai reçu déjà paramétré et activé. Je ne vais pas rajouter de logiciel dessus, donc un 120 Go aurait pu suffire. J'ai mis un 240 Go, c'est ce que j'avais sous la main dans un tiroir, donc un Crucial BX500 de 240 Go pour être exact. Et j'ai remplacé donc le SSHD par ce SSD. Ça sera beaucoup plus véloce au démarrage et plus véloce de manière classique. La carte graphique, comme vous avez pu le voir, la Quadro K2200, je l'ai enlevé puisque je vous l'ai présenté. Et je l'ai remplacé par une carte graphique beaucoup moins puissante, puisque forcément un serveur de stockage, on ne fait pas de traitement vidéo, on fait aucune imagerie, aucun traitement d'image dessus. Donc la carte graphique a totalement peu d'importance, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente avec le PC qui a été transformé en serveur de stockage OpenMediaVolt. Et du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté pour 30 € sur le bon coin une Nvidia Quadro K220, ici, qui se trouve ici. Donc c'est une toute petite carte graphique qui consomme que dalle, qui consomme moins de 50 watts, ici. Et elle est ridiculement petite, elle est absolument pas longue du tout, elle est pas haute du tout, elle est dotée de la connectique suivante, donc de DisplayPort et donc de DVI. Et c'est largement suffisant puisque de toute façon, je me connecterai rarement directement sur la carte graphique pour faire quoi que ce soit, puisque en fait le serveur, donc le PC qui est en serveur, je vais surtout l'utiliser en connexion à distance pour faire la maintenance dessus. Donc du coup, une toute petite carte graphique, parce que contrairement aux Intel Core i, les Intel Xeon n'intègrent pas de partie GPU, n'intègrent pas à l'intérieur du CPU de partie graphique. Donc c'est pour ça que sur le PC OpenMediaVolt, c'était un Intel Core i3 qui intégrait une partie graphique. Les Xeon n'intègrent pas du tout de partie graphique. Donc du coup, on a besoin d'une carte graphique externe. Alors sur les serveurs, les vrais serveurs, vrais, pas les PC comme celui-là transformé en serveur, souvent vous avez un chipset graphique sur la carte mère et qui ne nécessite pas donc d'installer une carte graphique sur un port PC. Voilà. Donc
carte graphique Nvidia Quadro K420, pardon. Qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? J'ai également mis la fameuse carte PCI d'extension mode hot swap qui permet de mettre des SSD ou des disques durs de 2,5 pouces dont j'ai déjà fait le déballage précédemment et que je vous ai déjà montré d'ailleurs sur un Mac Pro puisque ça marche sur un Mac Pro et donc ça marche également sur différents PC et donc vous avez pu voir aussi que je les ai mises sur le Open MediaVolt, donc sur la machine Open MediaVolt de la vidéo précédente. Et ben on retrouve donc cette EasyDock, cette carte PCI Hot Swap qui permet de mettre des disques de 2,5 pouces. Donc j'en ai mis deux, c'est pour ça que je vous montre ici les deux boîtes. Voilà, j'en ai mis deux et de manière logicielle, elles seront dotées, à l'intérieur les racks seront dotés de 2 SSD de 1 Tera chacun. Je vais vous les montrer. Et donc de manière logicielle, parce que Windows 10 Pro le permet, on peut faire du RAID logiciel dans Windows 10 comme dans Open MediaVolt. Et donc les deux cartes ont donc chacun un SSD de 1 Tera et je vais les configurer en RAID 1 en mode miroir. Donc là on peut les voir ici, regardez. Là on en a une, là on en a une. J'appuie ici, hop, j'appuie même aussi sur l'autre, voilà. Hop, je prends, j'enlève. Et qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, donc j'ai mis deux Crucial MX500 de 1 Tera à l'intérieur. Et donc ça va être configuré sous Windows 10 Pro en mode RAID 1, donc en mode miroir. Voilà, et je remets à l'intérieur, je pousse légèrement et je rabats. Donc je vous montre également l'autre. Vous voyez un autre Crucial MX500 de 1 Tera. Si vous avez des promos en 2 Tera, il faut surtout ne pas hésiter. Voilà. Là, on va voir les cartes. Regardez. Donc il y a la carte graphique, une carte PCI EasyDock et une autre carte PCI EasyDock. Voilà, puisque l'ordinateur est doté de 3 ports PCI Express. Donc un port PCI Express 3.0, où est la carte graphique, et 2 ports PCI Express, donc un en 1X, où il y en a une, et un en 3X, mais câblé en x4, et donc pas en x16. Donc les deux cartes sont là, je vous les remontre. Là, vous en voyez une là, et la carte graphique. Voilà. Donc du coup, on a un stockage donc, avec deux disques de SSD de 1 Tera chacun, donc on a 2 Tera qui seront configurés en RAID 1. Qu'est-ce que j'ai mis également? Il y avait un lecteur optique, donc le lecteur CD-DVD qui est ici, voilà, donc sur la partie haut, que j'ai retiré parce que la machine est dotée de 4 ports PCI Express, 4 ports SATA, pardon, 4 ports SATA, 2 en SATA 3 6 gigabits et 2 en SATA 2 3 gigabits. Donc le SSD avec le système d'exploitation est donc en SATA 3 6 gigabits et j'ai retiré le lecteur optique pour mettre un lecteur, donc en fait un lecteur où on peut mettre un disque dur, donc un caddie 5,25 pouces. On peut mettre un disque dur de 3,5 pouces à l'intérieur, je vais vous le montrer. Et regardez, le lecteur, il est ici, il est déjà retiré. Donc ça, c'était le lecteur optique d'origine. Voilà, lecteur DVD, lecteur CD, graveur également. Ici, on peut voir que c'est du SATA bien classique, que j'ai retiré pour mettre ça, un matériel que j'ai déjà déballé sur la chaîne, qui est ça, un EasyBox, donc un caddie, donc un rack. On peut mettre ici, vous voyez, un disque de 3,5 pouces, même voire de 2,5 pouces, et qu'on met dans une baie de 5,25 pouces, ici, donc à la place d'un lecteur optique. Donc du coup, il n'y a plus de lecteur optique sur la machine, mais dessus, donc du coup, j'ai mis à la place un disque dur, tout simplement, ici, que je vous montre. Voilà, ici, donc vous pouvez voir en même temps la façade.
donc avec les ports USB, les ports son micro, mais ça on s'en fiche. Et donc voilà, ici, là c'est où était le lecteur optique. Ici, bah, maintenant à la place, il y a donc, voilà, un disque ici, et le disque que l'on retrouve, un disque de stockage, c'est tout simplement le SSHD d'origine de la machine. Donc le SSSD de 1 Tera que j'ai eu avec la machine, et donc il va me servir de stockage, et donc que j'ai mis en façade. Donc je remets la position, voilà, de l'ordinateur correctement, et donc le caddie, je vais le remettre, voilà, ici, en frontal. Voilà, je pousse, et je rabats, tout simplement, et on entend le petit clic. Donc, en stockage, on a quoi? 2 SSD de 1 Tera, donc 2 Tera, un SSHD ici de 1 Tera, donc au total, on a 3 Tera. Sachant qu'ici, ça sera en RAID 1 mode miroir, donc on a 3 Tera de disque qui font 2 Tera de stockage, puisque lui, il ne sera pas en mode miroir, il n'a pas son pendant. Donc ça sera un disque SSHD classique, et lui, donc, il est en 6 gigabits. Ici, ben, du coup, il y a les deux disques durs. Alors, en attendant, pour ne pas avoir les deux baies ici vides, j'avais mis deux disques de 160 Go que j'avais, qui sont pratiquement les mêmes, des Seagate Barracuda, 160 Go. Je les ai mis ici, et je les ai déjà paramétrés en mode RAID 1, donc en mode miroir. Mais je vais les retirer parce que ce ne sont pas les disques définitifs, et eux, ils sont plugués sur les deux ports SATA de 3 gigabits, et je vais les retirer pour mettre quoi à la place? Ben, des disques de plus grande capacité que eux également je vais mettre en mode RAID 1, donc en mode miroir, donc en RAID 1 logiciel configuré dans Windows 10 Pro. Et je vais mettre quoi? Ben, ça, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas monté. Je vais mettre ça, regardez. Je les ai reçus, j'en ai reçu un il y a 2 semaines, et j'ai reçu l'autre hier, donc c'est tout frais. C'est quoi? Ben, ce sont des... Et je vais les déballer avec vous parce que vous pouvez regarder. Ils ne sont pas déballés, donc je vais avoir besoin de quoi? Du couteau tomate, le fameux couteau tomate pour déballer tout ça. Et ben, ce sont tout simplement des... Vous pouvez le voir ici, des Seagate Iron Wolf, donc de 2 Go chacun. Donc ici, là, dans les cartons, au total, j'ai quoi? J'ai 4 Go de disque, 1 de 2, 1 de 2, et ce sont 2 Seagate Iron Wolf. Donc la gamme, au sein de la gamme Seagate, vous avez quoi? Vous avez la gamme Barracuda classique, qui est la gamme, on va dire, grand public pour les ordinateurs classiques. Vous avez la gamme Barracuda Pro, là c'est pour les stations de travail, pour faire un disque système. Et puis après, vous avez les disques, la gamme de stockage. Donc ceux qui servent, qui sont des disques qui servent à faire du stockage pour les particuliers, pour les semi-pros, pour les petites PME, pour les petites entreprises, et aussi également pour les NAS. Et cette gamme-là, c'est tout simplement la gamme Iron Wolf. Donc Barracuda grand public pour faire des disques système ou des disques data, et dans les ordinateurs. Et Iron Wolf, ce sont les disques de stockage pour serveurs de stockage, pour NAS. Voilà. Et puis vous avez également la gamme Iron Wolf Pro, qui est pour tout simplement les serveurs de stockage professionnels. Et puis vous avez carrément les Exeos Enterprise qui sont pour les data centers. On a donc un total de 4 Tera. Donc si on fait le petit compte, on a quoi? On a 1 Tera, donc 2 Tera de disque, 3 Tera de disque, ici 3 Tera plus les deux de 2 Tera, donc 4 Tera. Donc on a un total de 7 Tera. Je ne compte pas bien sûr le SSD système qui lui ne servira pas du tout de stockage. Donc du coup on a 7 Tera de disque sur ce serveur, d'accord, que je vais monter en Windows 10 Pro. 7 Tera de disque, mais pour avoir des configurations donc sécurisées, donc j'en mets certains en mode miroir. Donc au total on aura 1 Tera, 2 Tera, 2 Tera, donc on aura 4 Tera. On aura 4 Tera de disque de stockage, 7 Tera de disque, 4 Tera de stockage. Voilà, donc 1 Tera sécurisé en mode miroir, 2 Tera en mode sécurisé en mode miroir, et 1 Tera, on va dire, un peu en mode libre.
Voilà, qui servira pour tout ce qui est partage réseau et transfert temporaire. Voilà, bah, ce que je vous propose, c'est que du coup, je vais déconnecter ces anciens 160 Go et je vais déballer les Iron Wolf et je vais les mettre à l'intérieur et je vais vous montrer déjà au moins à quoi ils ressemblent. D'accord? Bah, on va le faire tout de suite. Alors, je vais quand même remettre le capot ici, ça va être beaucoup plus pratique. Je remets le capot de la machine avant d'enlever les disques et de les mettre les nouveaux. Et ben, je vais tout simplement déballer. Le petit couteau tomate ici, on déballe les deux disques. Le premier ici. Voilà. Donc, commandé sur Amazon. Pour information, les disques, je ne les ai pas commandés au même moment, puisque quand vous avez des disques de stockage qui sont sensibles comme ça, même les deux SSD, hein, les deux SSD MX500, il y en a un que j'avais commandé il y a quelques mois, il y en a un autre que j'ai commandé récemment, et bien pareil pour les deux Iron Wolf, j'en ai commandé un il y a 2-3 semaines, et le deuxième a été commandé et reçu donc hier. Pourquoi je fais ça? Parce que faut essayer, quand vous faites du stockage, d'éviter d'acheter vos disques en même temps. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'ils ont été fabriqués exactement en même temps, qu'ils ont des numéros de série qui sont très très proches. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir les mêmes avantages, les mêmes inconvénients, c'est-à-dire potentiellement les mêmes problèmes de fiabilité. D'accord? Puisqu'ils ont été fabriqués en même temps, donc forcément, du coup, ils vont avoir les mêmes problèmes de fiabilité. Ça veut dire que si vous les mettez ensemble, et qui vont avoir la même utilisation, le même temps d'utilisation, etc., ça veut dire qu'ils vont potentiellement vous claquer en même temps. Donc si vous mettez deux disques en mode miroir, en mode RAID pour sécuriser, et s'ils claquent en même temps, finalement, ça ne sert à rien. Vous allez quand même perdre vos données. Donc essayez d'acheter soit le même disque chez un fabricant différent, chez un fabricant différent, mais avec des caractéristiques donc très proches, soit dans le même disque, le même modèle, même marque, etc., dans deux magasins différents, dans deux revendeurs différents, ou alors le même revendeur, mais de les décaler dans le temps, pour essayer d'avoir des numéros de série qui soient le moins proches possible, pour avoir des disques qui ne vont pas avoir potentiellement les mêmes pannes. Voilà. Donc là, je déballe. L'avantage des Iron Wolf, comme ce sont des disques de stockage, ils ont une garantie, je crois, il me semble, de 5 ans, il me semble, et ils ont une garantie Rescus de 2 ans, il me semble. Donc ça veut dire que si votre disque tombe en panne avec de la donnée, et ben vous pouvez envoyer, il y a une garantie, vous pouvez envoyer ça, donc si c'est dans les 2 ans, à Seagate, et Seagate doit vous redonner les données qui sont à l'intérieur, faire en sorte de vous redonner les données, d'avoir un service donc de recovery, comme on dit, de récupération en anglais, je cherchais le terme. Là, la garantie, je ne crois pas que ça soit marqué ici, la garantie, mais il me semble que c'est 5 ans, et 2 ans en mode rescue. Les disques sont bien emballés, sont bien protégés, il le faut, parce qu'on sait que les transporteurs sont loin d'être délicats, et qu'un disque, un HDD, c'est là une partie mécanique. Donc comme c'est une partie mécanique, c'est assez sensible au choc, etc. Bien entendu, c'est encore plus sensible au choc quand ils sont en fonctionnement. Donc voilà, donc on peut voir que le packaging est plutôt bien fait, très protégé ici, avec beaucoup de carton et de vide dans le carton pour de vide sur le côté et en dessous pour amortir tout ça. Et donc, j'enlève. Alors, je découvre donc le Seagate Iron Wolf dans un petit packaging pour éviter tout ce qui est problème d'électricité statique ici, donc comme les cartes électroniques. Et donc on peut voir ici un Iron Wolf, décidément j'ai du mal, un Seagate Iron Wolf de 2 Tera, c'est marqué là, voilà. Donc la caractéristique c'est qu'il tourne à 5900 tours minute, donc pas très vite quand vous avez des Barracuda qui tournent à 7200 tours minute, ou alors des Iron Wolf Pro qui tournent à 7200 tours minute, ou des Velociraptor qui tournent à 10 000 tours minute, ou des SAS qui tournent à 15 000 tours minute. Là, c'est du 5900 tours minute. Par contre, ils ont une mémoire cache importante. Ils ont une mémoire cache de 64 mégas. Alors que les Barracuda, par exemple, pour les ordinateurs grand public, vont avoir une vitesse de 7200 tours minute et une mémoire cache qui va être aux alentours de 32 mégas, voire 64 mégas. Là, les versions
les plus bas de gamme des Iron Wolf, c'est 5900 tours minute, 64 mégas de mémoire cache. Et vous avez les grosses capacités qui vont jusqu'à 256 mégas de mémoire cache. Voilà, donc ça c'est important. Okay. Donc on peut voir ici, vous allez voir là, ici, vous avez Iron Wolf et en dessous c'est marqué NAS, puisque c'est fait pour les NAS. Donc si vous achetez un NAS Synology par exemple, n'hésitez pas à prendre des Seagate Iron Wolf pour ça. D'accord? Ils sont construits et faits pour ça, et configurés pour ça. Donc là il y en a un, ici, que je vais mettre là. Je crois qu'il n'y a rien d'autre dans la boîte. On regarde, non, la boîte est vide. Et on va la mettre par terre. Alors, j'ai pris des Seagate Iron Wolf, mais vous pouvez prendre des Western Digital. Alors, chez Western Digital, la gamme, c'est la gamme RAID. Alors, je vous conseille, c'est chez Western Digital, de prendre la gamme RAID Pro, pas la gamme RAID. Même si la gamme RAID est faite pour du NAS, c'est vraiment les concurrents de Iron Wolf. Le problème, c'est que ce n'est pas des disques CMR. Les seuls disques CMR chez Western Digital, c'est les RAID Pro. Je vous mettrai un lien qui explique pourquoi privilégier plutôt les disques CMR que les disques SMR. Les disques SMR, c'est pour avoir beaucoup de capacité, mais ça va poser des problèmes de performance en écriture. En lecture, ils vont être très bons. En écriture, ils vont être beaucoup moins bons puisque le système d'écriture sur les disques est un petit peu différent et se fait par couches qui se reposent l'une sur l'autre. Alors que les disques CMR, c'est du traditionnel et vous n'avez pas de problème aussi bien en performance qu'en écriture qu'en lecture. Voilà. Là, les Seagate Iron Wolf, même sans prendre la gamme Pro, c'est du CMR de base. Voilà. Et d'ailleurs, Seagate communique là-dessus. Si vous pouvez prendre aussi des Toshiba. Chez Toshiba, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, l'équivalent d'Iron Wolf, l'équivalent des RAID, c'est la gamme N300, je crois. Je crois que c'est N300, et pour les équivalents des Barracuda, je crois que c'est les P300, il me semble, chez Toshiba. Toshiba fait également de très bons disques, donc il ne faut surtout pas hésiter à prendre du Toshiba non plus. Alors chez Toshiba, je crois qu'ils garantissent sur les N300 que ça soit du CMR, il me semble, à regarder. Et des fois, on retrouve pour la même capacité des Toshiba qui sont un petit peu moins chers, donc pourquoi pas. Hop, même boîte, même pas plat, même protection et bien entendu, même disque. Donc un deuxième Iron Wolf de 2 Tera, on le voit ici. Voilà. Et bien ce que je vous propose maintenant, c'est de se retrouver une fois les disques prêts à être montés et les anciens 160 Go retirés. A tout de suite. Petit aparté, je vous montre ça. Regardez, ça c'est l'ancien disque, mon 160 Go, l'un des 160 Go, et là l'Iron Wolf. On peut voir que les disques, le Iron Wolf, même si c'est un disque beaucoup plus récent que ce disque-là, il est beaucoup plus épais. Il est épais un peu comme les anciens disques. Voilà, celui-là, on peut voir qu'il flotte un petit peu dans son caddie, alors que lui, il le remplit bien, il le dépasse même. Voilà. Là, il le dépasse, celui-là ne le dépasse pas. Sacré disque. Les deux disques de 2 Tera chacun, les Iron Wolf, sont bien montés. Ils sont ici, plugués. Donc la configuration est totalement faite au niveau matériel. Je vous rappelle, 2 Iron Wolf de 2 Go chacun, un SSHD de 2 Tera chacun, je vais y arriver, 1 Tera ici avec un caddie, 2 SSD de 1 Tera ici avec des cartes PCI Express, 32 Go de RAM, un SSD système de 240 Go. Voilà, donc ça c'est configuré, les câbles étaient déjà préconfigurés, les câbles SATA et tout. Donc maintenant je vais refermer le capot, et ce que je vous propose c'est de passer à la configuration logicielle tout simplement. A tout de suite. Après avoir fait la partie matérielle, on se retrouve pour la partie logicielle. Donc comme vous pouvez voir, j'ai l'écran de l'ordinateur, l'écran est allumé. Donc première chose à faire, vous prenez l'ordinateur et vous le connectez à un écran. Vous lui mettez un clavier et une souris, et puis maintenant il faut paramétrer Windows 10 en conséquence pour vous en faire donc un serveur de stockage. La première chose à faire avec votre petite souris et votre petit clavier, c'est d'aller
tout simplement configurer les disques durs qui sont branchés. Donc, vous allez dans le gestionnaire de l'ordinateur, donc vous pouvez taper gestion de l'ordinateur, que vous pouvez trouver ici, vous cliquez, donc le gestionnaire de l'ordinateur s'ouvre, voilà, on met en grand pour voir mieux, vous allez dans la partie stockage ici, et vous cliquez sur gestion des disques. Gestion des disques, vous pouvez voir quoi? Ben, ici vous avez tous vos disques durs qui sont listés, même s'ils ne sont pas formatés, etc. Vous verrez tous vos disques durs. Là on peut voir le disque 0, donc le disque C, où il y a le système d'exploitation qui est partitionné en conséquence. Et puis ici, on peut voir deux disques durs de 500 Go que j'ai déjà montés en RAID. Alors, en mode miroir, donc RAID 1. A noter que vous pouvez constater que par rapport à la partie matérielle précédente sur la vidéo, et que cette partie logicielle, vous pouvez voir que il n'y a pas les disques durs que je vous ai montrés dans la partie matérielle. Tout simplement parce que j'utilise un autre ordinateur pour vous montrer comment faire, et j'utilise pas l'ordinateur, le Dell Precision exactement T1700, puisque la partie logicielle, pour vous, c'est dans la continuité de la vidéo. Pour moi, c'est quelques jours après, et ce laps de temps, je ne pouvais pas laisser le Dell sans rien faire. J'ai dû le paramétrer immédiatement pour m'en servir immédiatement. Donc j'ai déjà paramétré le Dell, mais là c'est un autre ordinateur qui a également un Windows 10 Pro 64 bits d'activer, c'est un HP Compact pour information, et je lui ai mis donc 3 disques durs, un disque dur C, un SSD pour la partie Windows 10 Pro, et puis 2 disques durs de 500 Go que j'ai paramétré en RAID 1. Voilà, j'ai juste fait ça, le reste n'a pas été fait. Donc la procédure est exactement la même, quel que soit l'ordinateur en Windows 10 Pro. D'accord? Alors, pourquoi Windows 10 Pro? Pourquoi pas un Windows 10 normal, 64 bits, etc. C'est qu'on ne peut pas mettre sur un Windows 10, il n'y a pas cette fonctionnalité pour mettre les disques durs en mode RAID. Donc il n'y a que Windows 10 Pro qui propose ça, ou bien entendu Windows 10, enfin Windows Server 2019. Donc du coup, il faut impérativement utiliser un Windows 10 Pro. Il y a aussi autre chose, une autre fonctionnalité qui n'est pas disponible sur Windows 10 classique, qui est la connexion à distance de l'ordinateur, qui est uniquement disponible sur Windows 10 Pro. Donc c'est pour ça que c'est important de trouver un ordinateur d'occasion en Windows 10 Pro 64 bits. Donc là, les deux disques durs de 500 Go, ils sont déjà en mode RAID 1. Comment j'ai fait? Alors, on voyait les deux disques durs de manière totalement indépendante. Il ne faut pas qu'ils soient formatés. Donc, il faut que les disques durs ne soient pas du tout déjà formatés en NTFS. Vous cliquez sur n'importe quel des disques durs, sur le disque 1, ici, clic droit. Et là, vous faites nouveau volume en miroir, ici. Vous voyez nouveau volume en miroir. Donc, le nouveau volume en miroir, c'est le RAID 1. Vous pouvez voir à agréger par bande, c'est le mode 0, c'est le RAID 0. Et nouveau volume en RAID 5, ben c'est le RAID 5, mais pour ça, il en faut plusieurs. D'accord? Donc, nouveau volume en miroir. Quand vous cliquez dessus, vous allez tomber sur une fenêtre qui va vous demander de sélectionner les disques durs à mettre en RAID 1. Il y aura déjà le disque 1 qui sera sélectionné. Il faudra juste faire ajouter le disque dur, faire du suivant, mettre un petit nom. Moi, j'ai choisi RAID HDD 500 pour RAID de disque dur classique de 500 Go. Et après, de faire le formatage en NTFS. Donc, le montage va se faire des deux disques durs. Si vous choisissez le montage, le formatage rapide, ça va juste être quelques secondes. Si vous ne le choisissez pas en mode rapide, parce que c'est décoché par défaut, et ben là, ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes pour que la grappe RAID 1 se matérialise. Voilà. Et une fois que c'est matérialisé, comme vous pouvez le voir, quand les disques durs sont en mode RAID, et ben, ils sont avec la même lettre, donc la lettre D, ici dans mon cas. Ça peut être une autre lettre si vous en avez d'autres. Et surtout, ils sont signalés par une bande rouge ici, rouge bordeaux. Et on peut voir tout ce qui est rouge bordeaux, c'est les volumes qui sont en mode miroir. Tout ce qui est en mode bleu, c'est les volumes principaux. Et en mode noir, les volumes bien sûr non alloués, ce qui n'est pas notre cas ici.
Voilà. Une fois que vous avez paramétré les disques durs en RAID 1, donc ça va être du RAID logiciel qui est supporté nativement par Windows 10 Pro, et donc je le répète, pas par Windows 10 normal. Une fois que vous avez fait ça, et bien maintenant, il faut faire les paramétrages de la connexion de bureau à distance, un peu pour que vous puissiez avec un autre ordinateur, parce que votre serveur il peut être dans une pièce, dans un coin d'une pièce et pas au même endroit où vous travaillez, et c'est généralement ce qu'il faut faire. Et donc vous pouvez, pour pouvoir prendre à distance le PC et pour pouvoir le paramétrer, etc. Il faut donc paramétrer ça, ce que Windows 10 Pro permet de faire, ce qui n'est pas possible avec Windows 10 normal, encore une fois. Après, il faudra créer tous les comptes utilisateurs et leur attribuer des droits administrateurs ou des droits utilisateurs classiques. Et puis après, il faudra créer les dossiers que l'on souhaite partager sur le réseau et associer les comptes en question. Voilà. Donc une fois qu'on a créé, qu'on a formaté les disques, qu'on a créé les grappes RAID, et bien maintenant on va tout simplement aller dans Système, donc ici, Paramètres, Système, et maintenant on va aller dans Bureau à distance. Alors cette fonctionnalité, si vous allez sur un Windows 10, encore une fois je le répète, sur un Windows 10 normal, cette fonctionnalité bureau à distance, cette deuxième fonctionnalité importante, n'est pas disponible non plus. Donc du coup, Windows 10 Pro obligatoire. Par contre, vous pouvez prendre votre serveur de stockage à distance avec n'importe quel Windows 10. D'accord? Du coup, vous activez le bureau à distance. Ici, vous demande de confirmer, vous confirmez. Voilà, c'est confirmé. Donc l'activation du bureau à distance est faite. Point important, il faudra utiliser soit l'adresse IP pour prendre le bureau à distance, soit le plus pratique, c'est le nom de l'ordinateur en question qui est ici. D'accord? Donc là, ça sera desktop CE4TBAD. Vous aurez à taper ça sur votre ordinateur, je vous montrerai après. Donc ça sera votre code pour prendre votre bureau à distance. D'accord? Bien se rendre compte que ça c'est coché par défaut, rendre mon PC détectable sur des réseaux privés, sinon votre PC ne sera jamais, votre serveur de stockage ne sera jamais détecté sur votre réseau privé. Donc généralement c'est coché par défaut. Et surtout, également cocher ça, garder mon PC prêt pour la connexion quand il est branché. Donc vous avez affiché les paramètres. Pour le faire, il faut désactiver tout ce qui est mis en veille. Donc veille d'écran, ça on s'en fiche puisque le serveur de stockage ne sera pas branché à un écran. Il sera dans un coin, il vivra sa vie. Et donc là, en cas de branchement sur secteur, mettre le PC en veille après 30 minutes. On met jamais, voilà, tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on revient en arrière. Et voilà, là c'est coché par défaut. Garder mon PC prêt pour la connexion quand il est branché. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va en arrière, ici. Point important, après avoir fait donc, tout ce qui est connexion de bureau à distance, donc, qui est déjà paramétré, on va faire, ah oui, un autre point, c'est l'alimentation. Tout comme pour OMV, donc Open Media Vault, que vous avez pu voir dans une autre vidéo, on peut choisir un mode spécifique pour le bouton d'arrêt, marche-arrêt de l'ordinateur. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire. Donc, on va dans alimentation mise en veille. OK? Et cette fois-ci, on va faire paramètres d'alimentation supplémentaires. Voilà. Et ici, on va faire choisir l'action du bouton d'alimentation. Et ici, par défaut, lorsque j'appuie sur le bouton marche-arrêt, ça arrête l'ordinateur. Voilà. Puisque comme il n'y aura pas d'écran, il n'y aura pas de souris de connecté, de clavier de connecté, soit on le fera, on arrêtera le serveur, puisque quand on part en vacances, quand on part travailler ou quoi que ce soit, on n'a pas forcément besoin d'utiliser l'électricité et que le serveur soit allumé. Et donc, soit on l'éteint avec un appui sur le bouton d'arrêt, soit avec la connexion de bureau à distance. Le plus facile, c'est bien sûr d'appuyer sur le bouton marche-arrêt. Donc là, lorsque j'appuie sur le bouton marche-arrêt, il faut bien faire attention qu'on ait l'action d'arrêter. On a d'autres actions, soit ne rien faire, soit de mettre en veille, soit de mettre en veille prolongée, soit d'arrêter, soit d'éteindre l'écran. Éteindre l'écran, ça n'a strictement aucune utilité pour nous, puisqu'il n'y aura jamais d'écran connecté sur le serveur de stockage.
soit arrêter, soit mettre en veille prolongée, ce qui peut être intéressant. Veille tout court, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et ne rien faire, bah là, dans notre cas, ça n'a pas d'intérêt. Donc, bien faire attention que ça soit sur mettre en veille prolongée, mais le plus simple, c'est d'être sur arrêter. Voilà. Ok. Une fois qu'on a fait ça, ça veut dire que lorsqu'on appuiera sur le bouton arrêt, marche arrêt de l'ordinateur, le bouton physique, et ben l'ordinateur s'arrêtera. Maintenant, on va configurer les comptes. Donc, on revient sur le paramétrage et on va créer les comptes utilisateurs. Donc il y a déjà un compte qui est créé par défaut, qui est le compte administrateur, qui est le compte local administrateur que vous pouvez voir ici. Dans mon cas, il s'appelle HP Compact. Il aura pu s'appeler Tartampion, Toto, tout ce que vous voulez. C'est au moment où vous installez Windows que vous créez ce compte local, en fait, administrateur. C'est le compte par défaut. Donc là, vous avez déjà ce compte-là qui est déjà créé. Mais on souhaite que, par exemple, toute la famille puisse se connecter. Des enfants, votre femme, votre mari, etc. Donc on va créer des comptes utilisateurs par défaut, supplémentaires. Donc pour cela, on va dans Famille et autres utilisateurs. Donc dans Famille et autres utilisateurs, on clique sur Ajouter un autre utilisateur sur ce PC. Voilà. Là, ça va nous demander de créer un compte Microsoft, un compte Outlook, etc. Et de nous en proposer un, enfin d'en rentrer un. Ne cherchez pas, en fait, Microsoft vous incite à utiliser sa messagerie de mail comme Outlook et de vous créer une messagerie Outlook. Mais vous n'avez pas besoin, il suffit de cliquer « Je ne dispose pas des informations de connexion de cette personne ». Microsoft va toujours vous demander de créer un compte Outlook ou un compte email, un compte lié à leur messagerie. Vous n'êtes pas obligé, donc à ce moment-là, vous faites « Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft ». Vous pouvez le faire si vous en avez déjà un, mais moi je vous conseille de faire ça. Donc là on peut créer un utilisateur sur ce PC. Donc on va créer un utilisateur, on va créer par exemple un utilisateur qui va s'appeler test. Voilà, alors test c'est le nom, hein. Vous pouvez mettre le prénom de votre femme, de votre mari, de vos enfants, etc. Faites ce que vous voulez. Là dans mon cas c'est test, et ici vous mettez le mot de passe associé à ce compte utilisateur. Moi je vais faire très simple pour cette vidéo, je vais mettre test aussi. C'est très basique, je vous l'accorde. Mais c'est pas grave. On regarde si on a bien mis. Oui, on a bien mis. Ça vous demande de remplir 3 questions. Ça vous oblige, parce que si vous faites suivant, vous voyez bien que ces champs sont obligatoires. Donc des questions de sécurité. Par exemple, si vous oubliez les mots de passe, vous serez obligé de répondre à ces 3 questions. Donc c'est du classique, on trouve ça sur beaucoup d'outils en ligne, etc., des comptes bancaires, etc., qui permettent de faire ça. Alors, si vous en avez pas besoin, si vous considérez que c'est pas utile, parce que vos mots de passe sont simples, ou etc., ou vous avez un système type KeePass, un logiciel comme KeePass qui vous permet de centraliser tous les mots de passe et de garder un seul compte et un seul mot de passe, vous pouvez vous affranchir de ça. Sinon, et donc du coup mettre n'importe quelle question et n'importe quelle réponse. Donc, sinon, vous le faites plus ou moins sérieusement. Quel était le nom de vos premiers animaux compagnie? Ici, vous pouvez mettre Toto, par exemple. Enfin, moi, je mets n'importe quoi, puisque c'est juste pour le tuto. Quel est le nom de la ville où vous êtes né? Ici, vous pouvez mettre, je sais pas, Bordeaux, par exemple. Les Bordelais seront très contents. Quel est le surnom lorsque vous étiez enfant? On peut mettre, je sais pas, Toto aussi, tiens, pourquoi pas. Allez, hop. Voilà. Et là, vous faites suivant. Votre compte utilisateur a été créé. Donc, c'est un compte local, c'est un compte user classique, mais que vous pouvez changer si vous souhaitez. Il suffit de cliquer dessus et de faire changer le type de compte. Changer le type de compte, vous voyez que le compte test, c'est un utilisateur parfaitement standard, donc il n'a pas de droit administrateur, donc il ne pourra pas faire ce qu'il voudra lorsqu'il sera branché à la machine, s'il est branché, ou il ne pourra pas faire paramétrer ce qu'il voudra. Donc, mais vous pouvez le rendre administrateur. Donc si vous sélectionnez administrateur, il sera administrateur. Donc il y aura 2 administrateurs sur cette machine, sur votre serveur de stockage. Le compte par défaut, qui a été créé à l'installation de Windows, et celui-là. Moi, je ne souhaite pas, je ne vous conseille pas de mettre un 2e compte administrateur. Je vous conseille de laisser utilisateur standard classique. Voilà.
Si vous mettez administrateur, ici, il n'y aura plus compte local, ça sera marqué administrateur. Vous pouvez bien sûr supprimer le compte si vous avez fait une erreur au moment de sa création, dans le login, dans le nom du compte, etc. Ou si plus tard vous voulez changer. Et vous pouvez en créer autant que vous voulez. Un utilisateur, vous pouvez créer un autre utilisateur qui fait partie de votre famille et faire exactement la même chose de ce qu'on vient de faire ensemble juste avant. Là, je ne vais pas le faire. Voilà. Vous pouvez bien sûr attribuer l'accès à distance également à ce compte-là. Par défaut, l'accès à distance, la connexion à accès à distance qu'on a paramétré, il y a uniquement le compte administrateur créé au moment de l'installation de Windows qui permet de le faire par défaut. Mais vous pouvez dire que le compte test puisse également se connecter à distance. C'est pas forcément utile. Là, encore une fois, c'est à vous de voir, mais je ne vous le conseille pas. Je vous conseille qu'il n'y a que l'administrateur qui puisse le faire. À vous de voir. Si c'est le cas, je vous montre comment on fait. Donc, on revient dans Système. On va dans Bureau à distance. Et ici, sélectionner des utilisateurs, dans Compte utilisateur, qui peuvent accéder à distance à ce PC. Vous cliquez. Vous pouvez voir que HP Compact a déjà un accès. Donc, c'est le HP Compact, pour rappel, c'est le compte par défaut à l'installation de la machine, le compte administrateur par défaut. Et là, vous faites Ajouter, et ici, vous rentrez Test. Voilà, vous faites vérifier les noms. On peut voir qu'il a correctement détecté le compte utilisateur test lié à cette machine, et vous faites OK. Là, on peut voir que test a été ajouté. C'est un compte utilisateur, pas besoin d'être administrateur, d'avoir un deuxième administrateur, et vous faites OK. Voilà. Et donc, on a un deuxième utilisateur qui permet de se connecter avec le bureau à distance sur le serveur de stockage. Bien entendu, on reclique, on voit qu'il existe bien. Si on ne veut pas, vous cliquez dessus et vous faites supprimer. Voilà. Maintenant qu'on a créé les comptes, enfin le compte, mais pour les autres comptes, vous faites la même chose. On va créer maintenant les dossiers à partager qui seront disponibles sur le réseau. D'accord? Donc pour cela, on va dans un explorateur de fichiers et on va sur ce PC, on regarde tous les disques durs. Là, il y a le disque dur système. On ne va pas créer de dossier partagé sur le disque dur système. Encore une fois, je vous le déconseille fortement de bien séparer tout ce qui est système de tout ce qui est data. Parce que si le système, si votre dossier de partage remplit totalement de disque système, votre serveur de stockage sera complètement full et ramera à mort. Il n'y aura plus d'espace de swap. Alors ça ne vous parle peut-être pas à tous, mais en tout cas, je vous déconseille de le faire. Il faut mieux remplir des disques durs qui sont dédiés aux données. Donc voilà, donc là on clique sur notre grappe RAID, ici, donc de 500 Go, et là on va créer un dossier. On fait nouveau, on va faire, par exemple on va faire photo, on imagine que c'est un dossier de partage de photos, voilà, photo de la famille, on fait un clic droit dessus, et on fait propriété. On fait partage, l'onglet partage, on clique sur partage avancé et on clique sur partager ce dossier. Donc ça veut dire que le dossier photo sera partagé. Mais, pardon, excusez-moi, il sera partagé, il faut donner les utilisateurs qui auront l'autorisation de voir ce dossier, enfin d'utiliser ce dossier. D'accord? Donc là, on clique sur autorisation. Et donc, par défaut, on peut voir que tout le monde, c'est le paramétrage par défaut, tout le monde peut accéder à ce dossier et ont les droits au moins 2 lectures sur ce dossier-là. Voilà. Alors, si vous voulez que tout le monde ait également les droits d'écriture, vous sélectionnez écriture, modifier donc, et vous faites appliquer. Moi, je ne vous conseille pas de faire comme ça. D'accord? Je vous conseille de ne pas utiliser tout le monde. Déjà, de supprimer tout le monde. Voilà. Donc là, il n'y a plus aucun utilisateur
qui peut voir le dossier photo, qui peut accéder en tout cas au dossier photo et faire ce qu'il veut dedans. Je vous conseille d'ajouter les utilisateurs un par un. Pourquoi? Parce que si vous mettez tout le monde et que vous avez par exemple des amis qui se connectent à votre réseau, ça veut dire qu'ils verront également tout simplement le dossier, le contenu du dossier photo. Vous ne voulez pas forcément que vos amis puissent y accéder quand ils viennent chez vous et quand ils se connectent à votre Wi-Fi par exemple. Vous préférez plutôt que ça soit que des membres de votre famille. Ou vous préférez par exemple que ça soit que vous et pas votre femme. Et inversement. D'accord? Ça dépend. Ou que ça soit le couple qui puisse accéder à ce dossier photo et pas les enfants, etc. Donc je vous conseille de... Et si c'est toute la famille, vous rajoutez tous les utilisateurs un par un. Donc vous faites ajouter. Là, on a notre test. Voilà, comme tout à l'heure, c'est la même façon. Vérifier les noms. Hop, donc on a l'utilisateur test. On fait OK. Donc on peut voir que l'utilisateur test, lui, il aura accès par défaut en lecture, mais on veut aussi qu'il ait accès en écriture. Contrôle total, ça permet de absolument tout faire. Je ne vous le conseille pas, uniquement si c'est le compte administrateur. D'accord? Déjà avoir les droits de modifier, d'écrire et de lire, c'est déjà pas mal. D'accord? Donc là, vous faites appliquer, vous faites OK. Là, vous faites appliquer et vous faites OK. Et là, vous pouvez faire fermer. Donc le dossier photo, là, notre utilisateur test pourra faire ce qu'il voudra. Déjà, il le verra sur son ordinateur lorsqu'il sera connecté, mais en plus, il pourra rajouter des photos, lire des photos, etc. D'accord? Donc voilà comment vous pouvez faire. Donc si vous rajoutez par exemple un disque dur sur une clé ou une clé USB ou un disque dur externe en USB, on le verra ici, et vous faites exactement de la même façon pour ajouter des dossiers que vous voulez partager, etc. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est extrêmement simple. Okay? Pareil, je ne vous conseille pas de partager un disque dur complet. D'accord? Je vous conseille plutôt de partager des dossiers. C'est beaucoup plus facile. D'accord? Parce qu'en plus, vous pouvez multiplier les dossiers sur un même disque dur. Ok? Donc, par exemple, si on veut faire vidéo ou film, hop, ici, clic droit, propriété, partage, partage avancé, partager ce dossier, autorisation, on rajoute notre utilisateur test, on fait OK, mais on veut que ça soit uniquement en lecture, pas de modifier, parce qu'on ne veut pas par exemple que nos films soient effacés même par erreur. On fait appliquer, OK, appliquer, OK, fermer. Voilà, donc là on a 2 dossiers de partage. Donc voilà, maintenant c'est bon. Donc ce qu'il faut faire, c'est débrancher clavier, souris de l'ordinateur, débrancher l'écran, et puis placer l'ordinateur à l'endroit où vous souhaitez, votre serveur de stockage, à l'endroit où vous souhaitez que votre serveur de stockage fasse sa petite vie, donc dans une autre pièce, ce qui peut être le cas. D'accord? Et après, je vais vous montrer comment on se connecte à votre ordinateur principal à distance au serveur de stockage. On va voir ça tout de suite. Une chose à retenir, petit rappel, soit l'adresse IP, soit tout simplement, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est voilà, ça doit être là. Bureau à distance, voilà, bien retenir ça, cette information-là, ou l'adresse IP pour se connecter. Donc on va faire ça tout de suite avec un autre ordinateur, on va se connecter au serveur de stockage, et on va voir que les dossiers en question apparaissent. A tout de suite. Là je suis connecté sur mon ordinateur personnel, et on va voir qu'on visualise bien le dossier partagé du serveur de stockage, et qu'on puisse également le prendre à distance. Alors, pour cela, on ouvre un explorateur de fichiers et on va dans Réseau ici. Donc, vous cliquez sur Réseau et là, vous voyez toutes les machines qui sont connectées sur votre réseau local. Donc, vous avez ici, par exemple, on a mon NAS Synology,
On a ma Livebox, on a le PC en question ici, et puis là on a le serveur de stockage qui a son nom à rallonge, desktop machin truc. Je vous rassure, vous pouvez le changer, hein, ce nom à rallonge, et mettre autre chose, serveur de stockage ou NAS, ou ce que vous voulez. Ça, vous pouvez le changer dans la machine. Vous cliquez dessus, donc il est bien connecté, bien détecté. Vous cliquez dessus. Alors bien entendu, s'il n'est pas détecté au début, alors qu'il est bien allumé, vous actualisez avec la touche F5 et au bout d'un moment, il arrivera. S'il n'apparaît toujours pas, c'est qu'il y a un petit souci. Donc vous cliquez dessus, et là ça vous demande de rentrer l'utilisateur et son mot de passe. Ben, tout simplement, vous allez rentrer l'utilisateur test qu'on a créé, ou n'importe quel autre utilisateur avec son mot de passe. Voilà. Si vous voulez mémoriser les informations, parce que vous allez tout le temps vous connecter avec le même utilisateur sur cette machine, vous pouvez mémoriser. Sinon, il n'y a pas d'utilité à le faire. Voilà. Donc là, on fait OK. Et là, on voit bien qu'on est connecté, sur la machine à distance et qu'on voit bien les deux dossiers qui sont partagés. On a donc le dossier film et le dossier photo. Si on clique sur le dossier photo, on peut voir qu'on a accès, qu'on peut créer des choses. Par exemple, je vais créer un fichier texte. Voilà. Texte ici. Je reviens sur la machine. Je revais dans photo. Et ben, on voit bien que le fichier texte est bien créé. Si je vais dans film et que j'essaye de faire la même chose, là, ça me met une erreur. Vous devez disposer d'une autorisation pour effectuer cette action. Parce que je vous rappelle, dans le paramétrage, on a dit que l'utilisateur test n'avait que des droits de lecture et pas des droits d'écriture sur ce dossier. D'accord? Donc il accède au dossier, il peut lire ce qu'il y a sur ce dossier film, mais il ne peut pas écrire. Donc du coup, on fait annuler. Voilà. Donc du coup, vous pouvez voir ça et vous pouvez voir que votre serveur de stockage fonctionne bien. Si vous voulez créer, si vous voulez que ces dossiers soient tout le temps visibles, notamment à côté de vos disques durs, comme un disque dur en fait externe ou comme un disque dur interne, et ben vous cliquez sur le dossier en question partagé, vous faites clic droit, et dans clic droit, vous faites connecter un lecteur réseau. Et une fois que vous faites connecter le lecteur réseau, il y a une lettre libre par défaut qui s'affichera. Ici, pour moi, une des lettres libres, c'est la lettre V. Vous faites bien attention que se reconnecter lors de la connexion, ça soit toujours coché. D'accord? Il n'est pas nécessaire d'activer l'autre choix. Et vous faites terminer. Alors, je ne vais pas le faire parce que sinon, moi, ça va me créer le dossier. Mais en gros, si vous faites terminer, eh ben, le dossier photo sera vu comme un disque dur externe, un lecteur réseau qui sera visible au même niveau que par exemple mon disque C, que ma clé USB, que mon disque amovible, etc. Voilà. Et donc ça sera très pratique. Eh ben, écoutez, voilà, ça c'était le paramétrage logiciel du serveur de stockage sous Windows 10 Pro. Donc je vous rappelle, je vous ai montré la partie matérielle juste avant. Là, la partie logicielle, et ben, si vous suivez ça, il n'y a aucun souci. Vous avez maintenant votre serveur de stockage qui est prêt à être utilisé pour vous et toute votre famille dans votre réseau local. Donc il suffit de trouver un PC pas très cher, un vieux PC en Windows 10 Pro de quelques années, de le bourrer de disques durs, appropriés, pour du stockage et après de faire le paramétrage 6 juin. Alors pour information, mon PC perso qui permet d'accéder au serveur de stockage est sous Windows 10 64 bits normal. Donc pour accéder à un serveur de stockage, pour faire une connexion à distance, il n'y a pas de souci. Par contre, si on veut faire un serveur de stockage, il faut du Windows 10 Pro. Je renote bien la différence. Oui, j'ai une chose que je voulais vous montrer, c'était la connexion à distance. On va se connecter à distance. Maintenant, on va accéder à distance à la machine. Alors pour cela, on fait connexion. Si j'écris bien, ça serait mieux. Voilà, connexion bureau à distance. Et là, on va mettre
le nom de la machine. Alors, on peut voir ici que par défaut, moi, c'est le Dell Precision justement en question. Et ben, on va mettre le nom de la machine qu'on vient de créer, du serveur de stockage, donc qui CE4TBAD, voilà. On fait connexion, on met son nom, donc HP Compact, et on met son mot de passe. Bien sûr, pour pouvoir accéder à la distance, il faut que le compte d'origine ou l'un des comptes qui permettent de te connecter à distance ait un mot de passe en question. Et on fait OK. Là, ça vous demande de bien confirmer. Vous confirmez, parce qu'il n'y a pas de certificat en question. Et là, regardez, ça va prendre quelques instants, si ça veut bien. Et voilà. Et là, on est connecté à la machine en question. Donc, on voit bien le bandeau ici de connexion de bureau à distance qui concerne la machine CE4TBAD, donc notre serveur de stockage qu'on vient de créer. On va dans l'explorateur de fichiers et on voit bien que si on fait ce PC, et ben on a bien la grappe RAID qu'on a créée et film, photo qu'on a créé ici. Et on peut voir que si on va dans photo, on retrouve bien le fichier texte qu'on a créé, tout simplement. Alors bien entendu, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, d'être administrateur pour accéder à la machine à distance. Je vous ai bien montré comment il fallait faire pour créer, pour ajouter un utilisateur pour qu'il puisse se connecter à distance à la machine. Par contre, bien entendu, si vous n'êtes pas administrateur et que vous êtes un simple utilisateur qui se connecte à la machine à distance, eh ben, vous n'aurez pas les mêmes droits. Vous n'aurez pas les droits, par exemple, de changer les utilisateurs, les paramétrages, les comptes d'utilisateurs, et notamment changer les paramétrages d'attribution des droits des dossiers, etc. D'accord? Par contre, vous pourrez visualiser et tout simplement, par exemple, éteindre la machine. Donc là, vous pouvez éteindre la machine, votre serveur de stockage, si votre serveur est à l'autre bout de votre maison, par exemple, et vous faites arrêter. Et là, vous allez voir, ça disparaît. La connexion à distance a été perdue parce que la machine est éteinte physiquement. Voilà. Et bien écoutez, c'était tout simplement la vidéo pour se créer un serveur de stockage en question. Et vous avez les détails, quelques détails dans la description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à aller sur le compte Twitter. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir!